Alors, si j'arrive à avancer. Donc, qu'est-ce qu'un système électrique intelligent, hein? Donc, c'est donc un système électrique capable d'intégrer de manière intelligente les actions des différents utilisateurs, donc des consommateurs, des producteurs, et permettant de maintenir une fourniture d'électricité efficace, durable, économique et sécurisée. Ça, c'est la définition sur laquelle on s'est tous mis d'accord. Et donc ça révolutionne complètement les métiers de RDF aujourd'hui. Et ça demande aussi d'impliquer de plus en plus les métiers de l'informatique et des télécoms, qui sont des métiers qu'on avait finalement très peu jusqu'à présent dans la maison ERDF. Et donc qu'est-ce que ça veut dire aussi ces réseaux électriques intelligents? Il faut qu'on soit capable de développer, déployer des infrastructures de distribution électrique, des infrastructures de collecte, puisqu'il y a un énorme enjeu sur les données, de calcul et de communication. Donc, alors après, avec toutes les fonctions associées, trier, traiter, analyser, agréger, et ensuite pouvoir transmettre ces données aux décideurs, aux consommateurs, aux collectivités qui sont un des principaux clients de RDF. Pour leur permettre d'être toujours plus réactifs et donc pour nous aussi d'aligner la production aux besoins de consommation. Alors ça, ce sont des enjeux qui sont assez nouveaux chez ERDF. On était très peu outillés aujourd'hui pour remonter les informations. On avait finalement très peu d'objets, alors que c'est aussi un des sujets de la conférence. Le réseau de transport aujourd'hui est très outillé en capteurs. Le réseau de distribution aujourd'hui est très faible. Donc un des premiers capteurs qui va arriver, c'est le fameux compteur Linky que vous avez vu dans le film et qui va révolutionner la façon de travailler de RDF. Parce que d'un seul coup, en plusieurs années, on va avoir 35 millions de capteurs qui vont nous remonter énormément d'informations sur ce qui se passe chez le client et au plus près de lui. Là où aujourd'hui, quand vous avez un incident sur le réseau, c'est le consommateur qui appelle RDF qui dit j'ai plus d'électricité chez moi. Donc on est vraiment dans une transformation forte des métiers de l'entreprise. Et donc un peu ce qu'on retrouvait à travers le film. Aujourd'hui, on était dans une gestion centralisée et unidirectionnelle, hein, là où il parlait des rivières tout à l'heure. Vous aviez la production nucléaire qui alimentait le réseau de transport et le réseau de transport qui ensuite alimentait les réseaux moyenne et basse tension, et qui sont sous la responsabilité de RDF. Et maintenant, vous allez avoir des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, tout un tas de nouvelles sources d'électricité qui vont alimenter, dans le sens remontant, le réseau de distribution. Et donc on doit s'adapter, on ne doit plus renforcer les réseaux comme on pouvait le faire jusqu'à présent par des gros travaux, des gros chantiers, ça on le fera toujours. Mais par contre l'idée c'est bien de l'optimiser en étant au plus proche des besoins et calé sur finalement le vrai besoin client. Je vous propose ensuite donc de passer sur la suite de la présentation. Alors en fait, voilà, ce qui se résume un peu dans cette planche, hein, c'est qu'on parle d'une dérégulation du système électrique. Donc on a des nouveaux business models, des nouveaux échanges entre acteurs. Donc là, on va rentrer sur la méthode qui nous a permis de repenser notre façon de travailler sur le smart grid, puisque un peu comme ce qu'on a pu entendre dans les présentations précédentes, hein, on avait des commerciaux qui faisaient leur métier de commercial, des conseillers en agence qui font leur métier de conseil. Nous, c'est un petit peu pareil, hein, on avait des gens qui s'occupent de la conduite du réseau, des gens qui s'occupent de l'exploitation, des gens qui s'occupent du contact client et du dépannage. Aujourd'hui, on voit qu'avec le smart grid, tout ça va s'interconnecter, on va échanger énormément de données et on va avoir un nombre d'objets connectés qui va exploser. Donc, pour l'illustrer, vous avez à droite en bas là, les postes sources. Le poste source, en fait, c'est le point névralgique qui est à l'interconnexion entre le réseau de transport et le réseau de distribution. Aujourd'hui, c'est l'élément principal qui remonte des informations à ERDF. Demain, on va piloter des OMT. Alors, on le fait déjà un petit peu avec les OMT.
OMT, c'est des organes de manœuvre de télécommande. Donc qui permettent d'ouvrir ou de fermer le réseau à un endroit pour rediriger le réseau en cas d'intervention, en cas de panne, et donc de toujours maintenir le service opérationnel. Et puis donc de passer demain à 35 millions de compteurs Linky. Donc on a en même temps une dérégulation du secteur électrique et une évolution digitale forte. Donc finalement, là j'ai pas mal parlé de RDF, mais ça il faut le resituer dans le contexte EDF. Donc c'est pour ça qu'on est aussi en binôme avec Arnaud. C'est-à-dire que moi je représente le distributeur et Arnaud lui travaille dans le pôle recherche et développement du groupe EDF et donc qui travaille pour l'ensemble des métiers du groupe. Donc dans ce cadre-là, on a tout un tas d'enjeux, des enjeux de transformation du métier, de défense du business model d'EDF, puisqu'on est quand même fortement attaqué sur nos métiers. Et puis, il faut aussi qu'on soit capable d'expliquer aux législateurs les enjeux de demain, où est-ce qu'on va devoir s'investir, avec tout un tas d'ambitions aujourd'hui sur la création de marchés. Il faut que finalement le législateur comprenne que RDF est un maillon important dans la chaîne, mais pas que RDF. Et puis donc il faut préparer l'industrialisation et la conduite du changement avec tous ces enjeux d'objets. Aujourd'hui, le smart grid, c'est un peu le terme à la mode dont le gouvernement s'est emparé en disant que ça allait, c'était une des opportunités de sauver le monde industriel français. Et donc ils nous demandent une forte mobilisation, une forte implication dans des grands projets nationaux. Donc là on a chiffré, mais on entend toujours énormément de gros chiffres dans le monde industriel. Donc c'est un enjeu très très fort et qui nécessite pour nous une transformation en profondeur des métiers et pour lequel on va s'appuyer sur l'ère digitale. Effectivement, vous l'avez compris, ce nouveau monde, c'est un changement assez profond de paradigme. On passe dans un monde beaucoup plus décentralisé qu'on ne l'était historiquement. Et clairement, on a éprouvé le besoin au sein de l'entreprise de se poser les questions et de changer de logiciel de fonctionnement. Donc, ce logiciel, en fait, on a regardé quels sont les grands piliers qui sont aujourd'hui importants. Et on voit que dans ce nouveau monde, on est obligé de remettre en tension l'entreprise sur ses enjeux stratégiques. Donc on a une réflexion assez profonde, on le voit, changement de business model, il y a la dérégulation a entraîné effectivement un changement profond avec des marchés de l'électricité, des nouveaux entrants. Donc réflexion stratégique, mais on est de moins en moins tout seul, donc on a aussi un besoin de repenser la façon dont on échange avec tout l'écosystème du secteur électrique. Et donc des nouveaux entrants qui ne résonnent pas du tout de la même façon. Et il faut bien le dire, on était dans une position un peu manichéenne, on était souvent quand on nous attaquait, dans une défense de posture, on se sentait assez fort. Aujourd'hui, on s'est posé la question effectivement de comment interagir mieux avec cet écosystème. Donc ça c'est vraiment le deuxième point, et effectivement amener des propositions sur la table pour le changement. Le troisième pilier, il est industriel. On ne change pas un secteur comme le secteur électrique d'un coup de baguette magique. On a énormément d'assets. Je ne sais pas si vous avez vu le chiffre avant. On estime qu'aujourd'hui, pour modifier, pour rénover nos assets, pour accepter les énergies renouvelables, il va falloir qu'on investisse 110 milliards d'euros d'ici 2030. C'est pas rien. Donc c'est des enjeux industriels extrêmement forts. Il faut qu'on arrive à faire les bons choix industriels. Donc on va passer par des expérimentations et on va devoir choisir finalement les solutions les plus adaptées. Alors quand je dis les solutions,
c'est aussi les processus métiers. On est en train de changer aussi la façon dont les processus métiers fonctionnent, et pas seulement les solutions industrielles et technologiques au-dessous. Donc voilà, donc on s'est posé la question de quelle était finalement cette démarche qu'on devait adopter pour faire fonctionner tout ce nouveau système. Alors, effectivement, le Smart Grid, il y a quand même une petite particularité. On parle effectivement de digital aujourd'hui. Bon, on a un petit problème à la limite, c'est qu'on a beaucoup d'assets. Donc, on est obligé de partir d'une modélisation physique, de prendre en compte cet état de fait. Donc, beaucoup d'assets physiques, puis des couches télécom au-dessus pour faire fonctionner tout ça, puis des systèmes d'information industriels et tertiaires. Et tout ça, après, en lien avec un nouvel écosystème. Alors, voilà, il y a eu beaucoup de travaux dans le monde et en Europe pour passer de cet état physique, en fait, à un état un peu plus modélisé et qui permette de traiter les enjeux, les enjeux de demain. Et donc, quand on est dans un état, dans un système comme le nôtre, lourd en termes industriels, l'enjeu principal de la modélisation, c'est aussi de satisfaire l'interopérabilité. L'interopérabilité des systèmes, en fait, c'est pour nous extrêmement important parce que ça garantit la pérennité des solutions. Aujourd'hui, les assets, on les pose pour 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc, il faut qu'on arrive à avoir cette interopérabilité et aussi pour la maîtrise des coûts, parce qu'on est là quand même pour délivrer le meilleur service au meilleur coût. Et donc, ce que vous voyez dans le Smart Grid, finalement, c'est beaucoup d'échanges de données, qui soient au niveau des acteurs du secteur électrique aussi, et donc qui se traduisent au niveau des machines. Donc en fait, on a un souci en fait de garantir cette interopérabilité. Donc on est reparti, il y a eu des travaux dans le monde finalement, alors ça a été beaucoup poussé par les industriels au début, les Siemens, les Alstom, etc., qui finalement partant de l'industrie sont entendus finalement pour promouvoir ces méthodes UML développées dans les années 90, puis reprises en 2000. Et finalement, les premiers travaux ont eu lieu aux États-Unis avec une utility qui s'appelle Southern California Edison, qui a pris à cœur le Smart Grid, s'est posé la question et donc a utilisé ces méthodes basées sur les use cases, dans les cas d'usage, pour se reposer les questions fonctionnelles de comment ça va marcher demain, autant au niveau des processus qu'au niveau des machines. Alors ça a été soutenu par des centres de recherche, le centre de recherche des utilities américaines, les prix, avec qui on est très en contact. Et donc, on a participé dès le début à ces travaux. Voilà, donc on ne réinvente pas la roue, mais par contre, on a cherché des solutions adaptées à ce contexte complexe des Smart Grid. Alors finalement, on a décidé vraiment en 2012 de partir là-dessus, de mettre le paquet sur cette utilisation de la méthodologie use case pour modéliser finalement le Smart Grid dans sa totalité. Donc on l'a testé sur beaucoup de projets européens, projets français, et finalement on a démontré que ça nous convenait bien en termes de méthode globale pour réfléchir à la stratégie, réfléchir aux échanges avec les partenaires, tester des solutions et en déduire des résultats. Alors comme ça, on obtient effectivement une chaîne qui est le Smart Grid, c'est des nouvelles technologies. Ça permet de créer de nouvelles fonctions. Ces fonctions sont utilisées dans des processus qui génèrent des bénéfices pour la société et pour les entreprises. Donc voilà, on arrive à remonter la chaîne avec cette méthode. Alors du coup, si je la reprends dans l'autre sens, maintenant, c'est comment ça marche, comment on l'a utilisé réellement. On a essayé de faire une approche complètement top-down et structurée. Donc, on se repose la question, dans ce nouveau contexte, quelles sont les intentions finalement stratégiques, quel rôle EDF, ERDF veulent jouer dans ce nouveau jeu des Smart Grid. Ces intentions stratégiques se traduisent en services.
Ces services, pour les produire, en fait, on est obligé de réfléchir aux nouveaux processus métiers, donc on appelle ça les business use cases. Dessous, pour mettre en œuvre ces processus métiers, quelles sont les fonctions qui sont nécessaires? Donc alors là, on a toute la machinerie UML derrière pour nous aider, parce que vous imaginez bien que ça devient complexe et qu'il y a beaucoup d'interrelations. Et ensuite, on descend dans les autres couches d'interopérabilité qui sont quel modèle de données pour les échanges, quel protocole finalement d'échange pour échanger ces données-là, et quelles spécifications sur les matériels. Donc en fait, on a finalement une méthodologie structurée de haut en bas. Alors, une anecdote, quand j'ai présenté ça au COMEX de RDF, comme quoi le DSI avait très bien compris, parce qu'il me dit mais si je comprends bien, vous allez enfin me donner un outil qui va me permettre de dire, quand je coupe dans un budget, quelle intention stratégique je minore. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Et effectivement, on arrive à avoir ces liens, c'est-à-dire que s'il coupe dans un budget, il coupe une fonction à un endroit, et la fonction, effectivement, était là pour satisfaire un des enjeux stratégiques de l'entreprise. Donc on a une relation complète, et qui descend jusqu'à la machinerie, puisque avec le support de l'UML derrière, on arrive in fine à dériver tous les échanges, les flux d'échanges en fait, entre les acteurs et les machines. Alors, pour tout ça, forcément, j'y passe rapidement, mais on a développé tout un outillage. Donc, on est parti sur des logiciels UML, donc plutôt, on a pris Enterprise Architect, et on a développé des add-ons au-dessus, donc qui nous permettent de modéliser ces différentes strates. Donc, la partie relation entre des rôles, ce qu'on appelle donc des rôles et des responsabilités du secteur électrique. Donc on éclate ces rôles, on ne parle pas d'EDF, de RDF, mais on va parler du gestionnaire de réseau de distribution, de gestionnaire de comptage, d'agrégateur, de fournisseur, etc. Donc on est sur des rôles génériques. On décrit leur intention stratégique, on décrit leur processus métier, et puis on descend après les fonctions. Ces fonctions et ces échanges, comment s'implémentent-ils dans des systèmes d'information ou des automates? Et donc on avance comme ça progressivement. Donc on a du texte, de l'UML, et donc on a tout un outillage qui supporte en fait ces descriptions. Ouais, finalement, alors qu'est-ce qu'on en a retiré pour l'entreprise, tout un tas de bénéfices à différents niveaux. Donc au niveau stratégique, finalement, on a permis, comme disait Arnaud, à notre COMEX de comprendre la déclinaison du smart grid au sein des métiers. Parce que finalement c'est quand même un concept pas toujours simple à expliquer, le smart grid. Au niveau tactique, ça nous permet d'avoir une bonne base de discussion avec les acteurs externes. Donc là, Arnaud ne l'a pas dit, mais il rentre du Japon hier, où ils ont discuté avec l'IEC, donc avec tous les acteurs du monde électrique, sur justement tout un certain nombre de use cases qu'on voudrait nous pousser et mettre en avant. Et l'idée, c'est de les avoir de manière normalisée à l'international. Si je prends un autre exemple, on est aujourd'hui en train de beaucoup discuter sur tout ce qui va être problématique de marché d'effacement, où on a des difficultés de positionnement avec le réseau de transport, on n'est pas toujours d'accord, et on discute à trois, puisqu'il y a aussi le gouvernement qui joue un rôle d'arbitre. Voilà, donc ça nous permet, nous, d'avoir une base solide pour discuter, d'avoir expérimenté aussi ce qu'on avance dans des démonstrateurs. Par exemple, ce marché d'effacement aujourd'hui est testé dans le projet Smart Grid Vendée, donc en réel avec un réseau électrique et puis un marché local qu'on va implémenter. Au niveau de la maîtrise d'ouvrage métier, ça nous permet finalement d'aligner l'ensemble des acteurs. Déjà que tout le monde se mette d'accord sur une terminologie, parce que ça c'est quand même pas une chose aisée, partager un dictionnaire commun. Je me souviens dans les ateliers, c'était finalement là où on passait le plus de temps, être bien d'accord d'employer les mêmes termes et d'avoir la même compréhension de ce qu'on mettait derrière chaque terme. Et puis forcément
décrire les processus métiers et les interactions. Pardon. Et alors nous, alors moi je parle pour le coup avec ma casquette de système d'information. Ça nous permet, j'allais dire, enfin d'avoir des exigences métiers claires, puisque déjà on s'est mis d'accord sur les termes, on commence à comprendre de manière plus précise finalement ce qui est demandé par le métier, et donc du coup de construire, on l'espère, le SI adapté. Et puis alors au niveau de l'urbanisme, ça nous force à remettre en question nos modèles, à décrire des flux de données de manière précise. Et donc l'avantage finalement d'avoir utilisé dès le début un outil comme Enterprise Architect, c'est que on a toute une partie finalement du travail qui est déjà formalisée, et on peut ressortir les exigences métiers sous forme UML, ce qui nous évite déjà une partie de codage et donc bien des soucis futurs. Voilà, donc finalement les perspectives donc il y a une part de méthodologie là-dedans, donc on est en train de pousser en fait à la normalisation aussi de la méthodologie, parce qu'en fait, alors l'IEC pour nous c'est la commission internationale électrotechnique, c'est là où pour le monde électrique en fait les normes se font. Alors on vise d'abord effectivement l'international, parce qu'avec les accords de Dresde, c'est eux qui priment. Donc on est très actifs dans ces instances-là, et ils sont en train eux aussi de se réorganiser, parce que le Smart Grid est effectivement un tsunami assez profond pour le secteur électrique. Donc ils sont en train de se réorganiser avec une logique système, et donc une approche basée sur la description des cas d'usage, des use cases, qui après se dérivent sur les autres entités techniques qui doivent de l'IEC, qui doivent décrire les modèles de données, les protocoles associés de façon normalisée. Donc tout ça c'est vraiment extrêmement important pour nous. Nous on n'a qu'une seule envie, c'est que le système électrique continue de fonctionner de la façon la plus efficace possible, et on a besoin pour ça de la norme. Donc on va pousser vers la normalisation, y compris de la méthodologie que je vous ai décrite. Donc on est en cours là, et c'est en train de bien se passer. Après on continuera à utiliser ça dans nos modèles internes de l'entreprise. Donc là on avance sur cette ingénierie dirigée par les modèles, avec une volonté d'aller, effectivement vous l'avez vu, depuis la stratégie jusqu'aux automates. On réfléchit aujourd'hui on est avec les industriels en achat de matériel où on spécifie assez lourdement d'ailleurs ce qu'ils doivent faire. Bon, on est en train de se dire qu'effectivement on peut passer à un mode où on nous fournit une base hardware, et c'est nous qui implémenterons le logiciel pour être plus souple que ce qu'on est aujourd'hui. Donc on a toute cette chaîne jusqu'aux automates. Alors le chantier, on l'a attaqué sur les processus Smart Grid, donc sur ceux qui changent. Bon, on finit par venir nous voir en nous disant mais ce qui est plus business as usual, est-ce que finalement il ne faudrait pas aussi qu'on le reprenne, parce que finalement tout risque d'être transformé. Donc c'est un processus qui s'est enclenché sur la nouveauté. Bon, on est en train de se dire que les legacy systems finalement ils vont aussi évoluer, donc est-ce qu'il ne faut pas anticiper la description de ce qui se fait aujourd'hui pour anticiper l'évolution. Et alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'effectivement les logiciels là, qu'on propose, en fait, ils seront en mode open source, donc pour supporter la normalisation, hein, on est dans une logique d'open source. Et donc on étudie aussi finalement à quel point ce qu'on propose là ne s'applique pas à d'autres mondes. Et effectivement, il n'y a pas de limite à ça. J'ai une amie qui vient de basculer dans un monde de start-up, effectivement, qui n'a rien à voir avec le secteur de l'électricité, et finalement son mode de réflexion est complètement calé sur celui-là, qui sont les acteurs avec qui je travaille, comment je bosse avec eux, comment je dérive ça sur mes systèmes d'information. Donc en fait on est sur quelque chose à mon avis d'assez standard, d'assez générique. Je ne pense pas que ce soit révolutionnaire en soi. Bon, on essaye de le chaîner complètement depuis la stratégie jusqu'aux objets connectés. Voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup.